Bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live de la librairie Kléber. Nous sommes ravis d'avoir cette rencontre qui va être dédiée à la fondation de Mémorial France, qui a été créée en plein confinement pour soutenir l'activité de Mémorial International et dont on va reparler beaucoup plus longuement après. Je vous présente brièvement nos invités qui sont très au fait du sujet puisque nous avons les membres fondateurs et vice-présidents de l'association. Donc Alain Blum, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche à l'INED, qui a écrit de nombreuses publications que je ne vais pas toutes citer, peut-être mentionner en particulier le collectif que vous dirigez, qui s'appelle Archives sonores, et dont on pourra vous indiquer après le site. Vous pouvez, le titre précis, c'est Mémoire européenne du Goulag. Mémoire européenne du Goulag. C'est des recueils voilà. d'entretiens, des photos, etc. sur les déportations staliniennes. Voilà. Emilia Kustova est historienne aussi, maître de conférence, elle, chez nous, à Strasbourg, et membre fondateur, donc, comme je le disais, de l'association Mémorial. Ses recherches portent surtout sur la culture politique et commémorative bolchevique. Et en ce moment, vous travaillez surtout sur les expériences... sur l'histoire de la guerre et l'héritage de la guerre dans l'Union soviétique, en Russie, mais aussi en Lituanie. Voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup à dire parce qu'il y a un peu une réécriture de l'histoire qui est en train de se faire. On va en parler tout à l'heure. Peut-être, je voudrais vous demander directement pourquoi, alors que les conditions étaient quand même assez difficiles pendant la crise sanitaire, vous avez décidé de créer malgré tout l'association en pleine crise. Est-ce qu'il y avait donc une urgence telle que ça ne pouvait plus attendre et qu'il fallait absolument soutenir l'activité de Mémorial International? Et peut-être qu'au détour de cette réponse que vous ferez, vous pouvez dire un petit mot sur Mémorial International, qui a donc, elle, été créée pendant la perestroïka. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, bon, l'idée de créer cette association, elle est antérieure à la période de confinement, puisque c'était vers le mois de novembre-décembre. C'était lié au fait, c'était pas nouveau, hein, mais que cette association Mémorial International, qui est un lieu essentiel, j'en parlerai, d'écriture de l'histoire, de débat sur l'histoire des répressions, en particulier en Union soviétique, mais aussi de défense des droits de l'homme, était menacée. C'est un agent de l'étranger dans le cadre russe. Enfin, elle est dite agent de l'étranger et elle était menacée de très nombreuses amendes, en particulier, soi-disant parce qu'ils n'auraient pas fait ce qu'il fallait pour dire qu'ils étaient agents de l'étranger. Il y avait des amendes considérables, ce qui était une menace très forte de dissolution de cette association s'ils ne pouvaient pas venir à ça. Donc ça, c'était la première raison. Donc en novembre-décembre, on s'est dit qu'il fallait vraiment commencer à renforcer encore le soutien qu'on apportait auparavant individuellement à cette association. À cela, et c'est là que ça a rendu l'urgence et qu'on n'a pas voulu attendre en fait la fin du confinement, c'est ajouté la mise en danger très importante, puisqu'il est en prison, d'un historien qui fait partie de Mémorial d'une région du nord de la Russie, qui est un historien qui a découvert les lieux où il y a des fosses communes des victimes de la Grande Terreur stalinienne. Et cet historien a été accusé de façon fausse, à l'évidence. D'ailleurs, il avait été une fois dédouané par un juge, mais on a retrouvé d'autres accusations contre lui. Il avait été accusé de pédophilie, qui est une accusation assez classique finalement pour mettre en cause quelqu'un. Il n'y avait aucune preuve, ça a été manipulé complètement. Et du coup, l'urgence était très forte. D'ailleurs, il doit être jugé on appelle aussi juillet, voilà, c'est ça. Et du coup, on a vraiment voulu activer quand même la défense de cet historien et on ne pouvait pas attendre. On peut peut-être donner son nom quand même. Oui, je ne vais pas donner. Ah oui, excusez-moi. Il s'agit de Dmitriev, qui est un membre de Mémorial depuis des années, qui est très attaqué. En fait, le fond de ce qu'on lui reproche, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi il est attaqué, c'est qu'il a donc découvert ces charniers, ces fosses communes où étaient enterrées les victimes de la Grande Terreur dans la région dans laquelle il travaille. Et les historiens officiels ont cherché à dire mais non, ce ne sont pas des victimes de la Grande Terreur, parce qu'ils veulent atténuer ça, ce sont des victimes de l'armée rouge qui ont été tuées, de l'armée rouge, de l'armée soviétique, et qui ont été tuées
lors de la guerre finlandaise et de l'invasion de la Seconde Guerre mondiale. En fait, voilà. Ce seraient les combattants de l'Armée rouge tués par les Finlandais. Voilà, et donc ils ont prétendu, mais vraiment sans aucune preuve, il y a eu 3-4 exhumations qui ont été faites, ça n'a pas été... Et du coup, c'était vraiment pour se dire, mais non, ce qui est important, tout ça, c'est des victimes dans la réécriture, disons, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est en cours aujourd'hui en Russie. Toutes ces personnes, ce ne sont pas des victimes de la Grande Terreur, ce sont des victimes des nazis, ce sont des victimes de la guerre russo-finlandaise. Voilà. En tout cas, Dmitriev, il a consacré toute sa vie à la recherche de traces Tout à fait. Des victimes du système répressif soviétique, et manifestement ces activités gênent. Ces activités gênent et s'inscrivent complètement justement dans la philosophie, enfin si on peut dire, ou la pratique des associations mémoriales, puisqu'il y en a dans toutes les régions, et que Mémorial International est un peu une sorte de lieu de coordination de tout ça. Et pour préciser pourquoi on est tellement attaché à cette association Mémorial International, elle est née en 87. 88, 89, il y a plusieurs dates, c'était un processus. C'est une association qui, dès le départ, a été centrale dans la redécouverte de l'histoire de la Grande Terreur, des répressions staliniennes, mais aussi, et c'est ce qui gêne beaucoup le pouvoir, l'association des deux, de la défense des droits de l'homme. Et en fait, cette association s'est créée, le premier président fut quand même Sakharov, donc c'est quand même un personnage essentiel. Et elle a été vraiment essentielle dans le recueil de témoignages à une époque où il y avait encore beaucoup de survivants de la Grande Terreur. Voilà, et c'est un acteur de l'histoire de l'URSS et des répressions dans l'URSS. Et tous les historiens comme nous, qui travaillons sur fantastique, ils ont une bibliothèque fantastique, ils font des débats, c'est vraiment un lieu intellectuellement extrêmement marquant, extrêmement passionnant, avec l'ancienne génération, qui disparaît malheureusement peu à peu. Roginski en est un des beaux exemples. Mais il reste encore des représentants qui ont connu la création de Mémorial en 87, et toute une jeune génération qui a envie de faire une histoire et de discuter une histoire ouverte et critique. Et donc, pour nous, c'était vraiment très, très important. Et c'est aussi, je pense, si je peux me permettre d'ajouter, c'est aussi une histoire très ouverte sur le monde. C'est contrairement, je pense qu'en Russie, l'histoire souvent souffre d'une faible présence dans le champ public, une histoire professionnelle et de qualité. Or, Mémorial conjugue cette très grand engagement civique, ce professionnalisme en tant qu'historien, mais aussi l'ouverture sur les jeunes, la société, donc les débats, etc. Et ça, je pense que ça pose problème, en plus, bien sûr, de l'importance des droits de l'homme dans les activités de Mémorial, puisqu'on peut imaginer que s'il n'y avait pas ce volet, qui est un volet tout à fait important, peut-être qu'on l'aurait laissé tranquille, travailler sur l'époque éloignée. Oui, c'est pas juste un groupe de militants activistes un peu enthousiastes, c'est vraiment des personnes. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous diriez que c'est tellement important de soutenir la mémoire de ces répressions du passé, et puis les droits de l'homme aujourd'hui dans les pays, enfin pas seulement en Russie, mais aussi dans les pays de l'ancien bloc soviétique? Parce que c'est une mémoire en fait à la fois très présente en Russie. Il faut dire que pendant la perestroïka, la redécouverte de cette histoire a joué vraiment un rôle essentiel, je pense, même dans la radicalisation de la contestation du régime soviétique. On a dans les années 86, 87, 88, 89, on a vécu au rythme de révélation quant au passé soviétique. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, beaucoup de choses ont été faites, et puis ça a continué dans les années 90 avec l'ouverture des archives, avec un travail formidable mené notamment par Mémorial et par les historiens qui ont très vite commencé à travailler au sein de Mémorial, historiens ou pas de formation. Arseny Roginski, qui d'ailleurs était venu à Strasbourg il y a quelques années, lui, il avait une formation en histoire et en histoire de la littérature, mais il y a eu tout un groupe d'universitaires
universitaires qui ont rejoint Mémorial et qui ont travaillé dans les archives. Et grâce à eux, aujourd'hui, on a pu écrire, que ce soit en Russie, mais aussi à l'étranger, on a pu écrire l'histoire des répressions. Et je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense qu'on peut considérer qu'on connaît l'essentiel de cette histoire. On ne va pas probablement découvrir, de faire de grandes découvertes par la suite. Mais donc, ça a été fait. Donc, a priori, les Russes ont tous les moyens pour connaître cette histoire, et en même temps, paradoxalement, cette histoire et cette mémoire est finalement marginalisée. Et aujourd'hui, les autorités russes font tout pour finalement la remiser dans un coin pour dire oui, ça a existé, ça a eu lieu, c'est pas central, on va de l'avant. Pour nous, ce qui compte, c'est la guerre, en fait, puisque la guerre actuellement, elle est... Oui, et juste un point supplémentaire, ce qui est intéressant quand on voit ce qu'ont fait les autorités russes, elles ne nient pas les répressions. Et d'ailleurs, dans le fameux article que Vladimir Poutine a fait récemment, il l'évoque en 3 lignes. Mais ils veulent totalement séparer, c'est du passé, il y a eu les répressions, ok, mais il y a eu la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus aucun rapport. Et ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on puisse lier la question des droits de l'homme avec la question de l'histoire. Donc, ils ont créé un musée du Goulag, il existe, c'est un musée officiel. Un très beau musée. Un très beau musée, d'ailleurs, sérieux, etc. Mais ça ne traite que du Goulag. Il n'y a pas question de lier les deux choses. Ils ont fait un monument aux victimes des répressions, mais c'est un monument aux victimes de répression, donc c'est le passé. Et ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on puisse réfléchir sur le sens des droits de l'homme en même temps qu'on réfléchit, et donc qu'on établit une certaine forme de continuité qui existe, effectivement. Or, c'est la position des mémorials dès sa création. Ils ont, dès le début, lié les répressions, les détenus politiques, et ça ne s'arrête pas en 1953 avec le démantèlement du Goulag. Donc ça inclut les dissidences, et donc ça va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, s'il y a toujours des persécutions sur la base politique. Mais ça va quand même assez loin, parce que malgré tout, même s'il y a cette reconnaissance timide de ce qui existait, le Mémorial subit des pressions et des intimidations constantes. Donc, elle dérange quand même. Ah bah, elle dérange. Et, bon, les pressions viennent de tous les bords. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'ils font... ils donnent un prix au meilleur... comment ça s'appelle exactement une dissertation, un travail fait par les élèves sur ces questions-là. Il y a toujours des gens qui viennent déranger. Alors, c'est spontané, c'est pas spontané, mais c'est lié à tout un discours patriotique. Et là où il dérange vraiment, effectivement, c'est qu'il y a une sorte de vision du patriotisme qui ne doit pas parler de l'histoire négative de l'URSS. Il faut créer une continuité de l'Empire à Vladimir Poutine, une continuité héroïque. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Ces problèmes, c'était quand même lié, les répressions, etc., ok, mais la collectivisation par exemple, des exploitations paysannes, la déportation et aussi l'extermination d'une partie des paysans, c'était parce qu'il fallait renforcer l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc il y a tout un discours justificateur et du coup qui cherche à montrer cette continuité vers, effectivement, on est les vainqueurs contre le nazisme. C'est nous les principaux, c'est nous qui avons sauvé l'Europe, donc écartons tout ça. Et parler d'histoire, le Mémorial ne nie pas la contribution de l'URSS à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, mais il cherche à faire une histoire complète. Ouais. Et c'est assez clair d'ailleurs dans l'article que Vladimir Poutine a écrit là. Il y a quand même un peu cette envie de réécrire un peu l'histoire, ou en tout cas de considérer que ce que fait Mémorial, c'est un dénigrement du patriotisme, en quelque sorte. Et c'est ça qui est curieux, c'est qu'il se positionne, la Russie aujourd'hui, elle se positionne comme défenseuse de l'histoire contre le négationnisme. Donc il y a un renversement total. Bon, ceci dit, c'est aussi, ça s'explique aussi par des positions souvent très discutables des pays de l'Europe de l'Est. Voilà, donc ça, il joue de façon extrêmement habile sur certains silences, sur certaines ambiguïtés, pour chercher à imposer une version finalement très soviétique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui a suivi. Et c'est ça. Bon, effectivement, il y a un usage politique de l'histoire qui est assez fascinant aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que la Russie. Hein. On voit bien en France la question du colonialisme qui est très débattue et qui est utilisée aussi politiquement. D'autres questions. Le débat public autour de l'histoire, il existe. Simplement, là, c'est vraiment une affirmation. Enfin, je ne connais pas d'exemple de président ou de chef d'État qui ait écrit un article pour dire voilà quelle est l'histoire.
c'est assez extraordinaire sur le fond. Donc, tout ce qui est le fondement du débat critique qu'on a sur le XXe siècle aujourd'hui, qui est essentiel, qui est un débat entre historiens, il est coupé par on impose une ligne, la voici. Vous savez qu'elle est imposée dans la Constitution maintenant, puisque la Constitution qui vient d'être... Enfin, elle n'est pas encore modifiée, mais qui vient d'être votée par référendum. Enfin, les modifications à la Constitution empêchent on est obligé d'exprimer le respect voilà. pour les défenseurs de la patrie. Donc en fait, et il y a la notion aussi de la vérité historique. La vérité historique qui est dans la Constitution, alors qu'on sait bien que la vérité est débattue. Et du coup, c'est vraiment cette affirmation de cet usage politique unilatéral. Et à côté de ça, dans l'article, c'est assez fascinant. Et je ne sais pas si vous avez vu, moi je trouve que ce qui est le plus fascinant, c'est la mise en scène devant les chefs d'État de la CEI, donc Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, où pendant 1 heure, Vladimir Poutine leur fait une leçon d'histoire. C'est en gros ce qu'il y a dans l'article. Mais alors d'abord, moi j'ai trouvé fascinant la tête des chefs d'État qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais ça c'est... Ils écoutent cette leçon d'histoire, c'est vraiment Vladimir Poutine, instituteur ou professeur, qui leur raconte ce qui s'est passé. Je vais vous dire. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils sortent des documents, des photos de documents, en disant voilà, j'ai la preuve. Donc c'est plus une histoire qu'on peut débattre, puisque le document dit que c'est comme ça. Et on sait bien que les historiens, ils débattent autour des documents, des sources, etc. Non, lui, il dit l'histoire, et il montre des documents comme si vraiment c'était... Donc il se place en historien, mais jamais un historien sera aussi affirmatif qu'il n'a été. Mais enfin, il faut quand même vous expliquer un paradoxe. Vous qui travaillez depuis des années sur la situation en Russie, sur les répressions du stalinisme, tout le monde sait maintenant que Staline est un affreux dictateur qui a fait des millions de victimes, et ça reste malgré tout quelqu'un de vénéré. Il y a un sondage assez récent qui en fait état, quoi. Donc, comment on peut expliquer ça ? C'est très paradoxal, mais on voit d'une part, si on regarde les sondages par exemple, on s'aperçoit que la part de Russes qui grandit d'une année à l'autre de façon régulière et depuis déjà une quinzaine d'années, c'est la part de ceux qui se disent non concernés, non intéressés, ils disent ne pas savoir, etc. Donc c'est cette part qui vraiment augmente tout le temps. Après, la part de ceux qui reconnaissent Staline comme une grande personnalité et un grand leader, etc., elle varie, elle augmente plutôt par rapport, certainement, elle augmente certainement par rapport... par exemple au début des années 90, mais après, évidemment, il faut voir comment est fait le sondage, comment est formulée la question. Souvent, les questions, c'est ce qui me frappe, elles sont formulées de telle façon que moi, je me demande, est-ce que je n'aurais pas dit oui, puisque c'est par exemple l'impact de telle personnalité sur le XXe siècle, on peut dire oui, l'impact de Staline a été grand, tout comme l'impact d'Hitler. Voilà. Donc, ça dépend beaucoup, mais quand même... ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, ce qui domine, c'est soit une indifférence, donc c'est du passé, soit souvent une justification de Staline et de l'action de Staline par la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, toute l'histoire russe, même au-delà de 1917, a aujourd'hui tendance à être relue à l'aune de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire. Donc, on cherche dans le passé pré-révolutionnaire des antécédents de la grande guerre à venir, etc. Et ce n'est pas un hasard si dans ces amendements à la Constitution qui viennent d'être votés, tout est centré sur l'histoire militaire, sur l'histoire des exploits militaires. Donc ça revient à plusieurs reprises dans le texte. Et c'est là-dessus que les pays d'Europe centrale et orientale n'aident pas toujours. Parce que c'est vrai que malgré tout, c'est vrai que la population soviétique a été celle qui a payé le plus cher la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même 27 millions de victimes. Je crois que sur l'ensemble de la guerre, il y a eu en gros 50 millions de victimes dans le monde. Donc c'est près de la moitié des victimes sont soviétiques. Oui. Et ça fait un septième. Et là, il utilise bien sûr Vladimir Poutine. Et du coup, cette remise en avant de cette question, c'est vrai que cette remise en question par les pays d'Europe centrale, elle a touché, je pense, la population russe, y compris ceux qui sont anti-staliniens. Et ce fameux régiment des immortels, ce sont des gens qui... Au début, ça a été spontané. C'était un mouvement spontané de la révolution de Tomsk, je crois. C'est les gens sortent avec leurs parents qui ont participé, qui ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale.
c'était un mouvement sincère. Il a été récupéré complètement politiquement. Au départ, c'était un mouvement sincère, c'est-à-dire que c'est vrai que tout le monde a un parent. Alors, tout le monde a un parent victime des répressions, presque, mais tout le monde a aussi un parent victime de la Seconde Guerre mondiale. Et l'attaque qui a été la mise en cause de l'Union soviétique par les pays d'Europe centrale et orientale, en partie légitime, bien sûr, mais sans doute parfois illégitime telle qu'elle a été posée, la Pologne aujourd'hui, voilà. Elle a touché sincèrement, je pense, les Russes, même les plus démocrates. Au-delà de la mise en cause de l'Union soviétique, oui, ça touche aux monuments aux soldats inconnus, etc. Donc c'est pour ça, je pense que c'est aussi, ça touche autant. C'est que ça va bien au-delà de la condamnation d'un régime ou d'un gouvernement. Est-ce que l'histoire est finie, si j'ose dire? Est-ce que le passé continue pas toujours à habiter le présent? Et est-ce que vous êtes inquiet? Enfin, comment vous vivez tout ce dont on vient de parler? En Russie, on dit que la Russie est un pays au passé imprévisible. Donc, c'est une jolie formule. On peut s'attendre encore à d'autres révisions, malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vision de l'histoire reste en Russie vraiment une question extrêmement politique et politisée et instrumentalisée. Et visiblement, au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, on peut s'attendre, je pense, à encore une politisation encore plus grande et donc aussi probablement des crispations plus grandes et des menaces sans doute plus grandes pour Mémorial, pour les historiens qui travaillent sur le passé russe, sur les journalistes, les blogueurs, ça on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi la presse, il y a aussi toute cette sphère Internet qui joue un rôle très important en Russie, notamment parce que les médias sont souvent muselés et menacés, et donc ce sont souvent eux qui payent des frais de ce resserrement de vis dans le domaine de la mémoire historique et de la vision du passé. Bon, je pense pas qu'il y a une menace évidente sur le débat public en Russie. Il y a une crispation en Russie et ailleurs à cause de ça, qui rend le débat plus difficile. Pour nous, historiens, finalement, ça ne change pas grand-chose, parce que malgré tout, les archives russes sont relativement bien ouvertes, quoi qu'on en dise, pas toutes, hein. Mais par contre, il y a toutes les archives des États baltes, des États qui sont devenus indépendants en 89-91, Lituanie, Estonie, Lettonie, Ukraine, Arménie, Géorgie, qui sont très ouvertes. Et on peut vraiment, on peut faire de l'histoire des répressions de la Seconde Guerre mondiale, comme Emilia Kustova a récemment publié un ouvrage justement à partir de ces nouvelles sources. On peut la faire. Donc je crois que le débat historien, il n'est pas fermé, même avec les historiens russes, à condition de rester dans un cercle un peu pas trop public. Oui. C'est pour ça que Mémorial est en danger. C'est que Mémorial, lui, il cherche, je ne sais pas si on est elle ou lui, l'association Mémorial cherche à ouvrir ce débat. Le Mémorial a des fonds absolument superbes d'archives. On peut craindre aussi pour leur devenir, d'où une politique d'ailleurs de numérisation. Mais cette association a un rôle essentiel, et là-dessus on peut être inquiet. Sur l'usage politique de l'histoire, moi personnellement, je pense que, comme je vous l'ai dit, bon, c'est un peu vrai partout. On n'est pas complètement menacé. Pour moi, c'est un peu une période. Je ne crois pas que ça va durer trop longtemps. Bon, c'est vraiment la période actuelle en Russie qui fait exploser cet usage. C'est une sorte de... Vladimir Poutine a dû dire, tiens, brutalement, voilà, prenons la Seconde Guerre mondiale pour maintenir mon pouvoir. Mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui durera, qui durera si longtemps que ça. Vous avez l'impression qu'il y a quand même un espace de discussion libre en Russie ? De façon interne, quand même, oui. Moi, je vois les réunions qu'organise, mais à condition que ça ne rentre pas trop sur l'espace public. Alors, sur ce qu'est la presse, par exemple, effectivement, la presse reste un lieu quand même, reste un lieu très contrôlé. La presse papier est totalement contrôlée. La presse libre qui est sur Internet, quand elle devient trop diffusée, il y a un contrôle qui est pris, surtout à travers l'économique. On change le rédacteur en chef, on impose aux donateurs, qui permet aux actionnaires, en menaçant leurs entreprises, on les impose de changer de rédacteur en chef, et du coup toute l'équipe de journalistes est obligée de partir. Donc ça tourne en permanence, mais ça tourne, mais ça reste. Ils recréent des journaux, il y a quand même un espace Internet où ça circule, et jusqu'à présent qui a réussi à être maintenu. En même temps, sur la Seconde Guerre mondiale,
on n'y touche pas trop. Là, je crois qu'il y a, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Surtout, il y a eu quelques précédents. Et là, c'est là-dessus, je pense que c'est très dangereux, puisqu'il suffit quelques cas pour que tout le monde, finalement, ait peur. Et le cas, en fait, en t'écoutant, je pensais, oui, il y a les médias Internet, il y a même quelques médias papier, radio, qui sont plutôt qualifiés de médias d'opposition. Mais les Russes, ce qu'ils utilisent le plus, c'est la télévision. Et la télévision, il n'y a plus des chaînes, ne serait-ce qu'un peu libres, sauf une qui s'appelle Dost et qui fonctionne, qui est une chaîne récente, jeune, très dynamique, très ouverte, qui fonctionne selon les principes autres que donc différents de ce qu'on a d'habitude, et qui, elle, a été menacée à plusieurs reprises. Et le dernier cas le plus connu en date, ça touche justement à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont osé mettre, il semblerait que c'était même pas prévu, enfin c'était une initiative d'un jeune journaliste, d'un stagiaire, ils ont mis en ligne un sondage demandant aux gens de se prononcer, entre autres, sur la question de savoir s'il fallait maintenir le siège de Leningrad, sachant que ça allait faire quasiment 1 million de victimes. Donc, est-ce que c'était justifié, avec l'idée est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt rendre la ville aux Allemands pour éviter ces victimes-là? Il y a eu un tollé qui a été clairement instrumentalisé et amplifié par les autorités parce que ça permettait de menacer l'existence même de la chaîne. Et là, à nouveau, ça a été fait à travers les mécanismes économiques, puisque tout de suite, les diffuseurs ont cessé d'émettre cette chaîne, etc., etc. Et on a vu comment on utilise la sensibilité extrême des Russes par rapport à ces histoires comme celle du siège, qui est une tragédie absolument immense, et comment on l'instrumentalise pour faire taire les journalistes. Est-ce que maintenant, vous avez signé, je crois, Alain Blum, la tribune qui a été publiée dans Le Monde début juin. Il y a eu un autre appel de centaines de personnes qui ont appelé à la libération aussi de Dmitriev. Est-ce que ça a un poids? Comment c'est perçu là-bas? C'est compliqué à dire, en fait. Bon, ne rien faire, il fallait pas ne rien faire, quoi. Ça, c'est évident. Malgré tout, je pense qu'il y a toujours un équilibre en Russie, c'est-à-dire qu'il y a une réaction patriotique en disant ces étrangers, c'est pas leur problème. En même temps, je pense qu'une affaire qui est rendue publique très largement peut quand même gêner. Et dans cette, faut bien voir que par exemple, Vladimir Poutine cherche effectivement à avoir des dialogues multilatéraux, cherche par exemple à avoir une relation avec la France plutôt dynamique dans ses stratégies internationales. Et on peut penser que ce type de pétition, d'appel, peut-être qu'il n'influence pas directement les autorités russes, mais il peut aussi influencer les autorités françaises, par exemple, non pas pour rompre le dialogue, mais pour mettre ça aussi devant la table. Et je pense que Emmanuel Macron, par exemple, il tient beaucoup au dialogue stratégique, mais il peut aussi évoquer l'émotion que provoque ce type de questions. Et je pense que là-dessus, on a peut-être plus d'impact comme ça pour que ça intervienne dans le débat politique international. Bon, je ne suis pas spécialisé des relations internationales, donc je ne sais pas, mais je crois que c'est important, je crois que de ce point de vue-là, c'est important. Ce n'est pas ça qui va directement influencer le juge qui va juger cette affaire. Bon, ça viendra du haut, de toute façon, la décision. Mais il y a certaines affaires qui ressortent et qui créent, malgré tout, des éléments de négociation dans le débat international. Donc c'est de cette manière-là, je pense qu'effectivement, c'est pas le côté... la justice est mauvaise en Russie, ce qu'on sait, mais bon, ça c'est pas le problème. C'est beaucoup plus enfin, c'est le problème. C'est le problème, mais je veux dire, le fait que nous on le dise, c'est pas ça qui va influencer la justice russe. En revanche, la Russie tient beaucoup au regard qu'on porte. Et par exemple, cette lettre collective, elle a été signée, d'ailleurs toi aussi tu l'as signée, mais elle a été signée par des historiens, des politistes, etc., spécialistes de la Russie, dont certains sont très favorables au régime actuel. Enfin, on pose un regard plutôt favorable, d'autres plutôt hostiles. Et du coup, voilà, malgré tout, sur ce type de questions, souhaitent réagir. Donc je pense que ça peut avoir un effet. Moi, je pense que ça peut avoir un effet. Et là, d'ailleurs, la nouvelle date d'il y a quelques jours. Une décision a été prise à Moscou par une sorte d'ombudsman, ombudswoman, d'ailleurs, d'envoyer son représentant pour donc le procès qui va se tenir ces jours.
Russie. Donc là, on peut se demander si ce n'est pas finalement l'impact de la pression, y compris internationale. On peut aussi penser au précédent très récent du jugement finalement injuste mais clément qui a visé Srebrenikov, donc le metteur en scène qui vient d'être jugé la semaine dernière. Je pense que le seul fait de la création de l'association France montre aussi que ça ne concerne pas que la Russie et que en France aussi on se soucie de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Et je pense que ça montre aussi qu'il y a une circulation. C'est-à-dire que ça donne quand même, et je crois qu'on y tient énormément, c'est ce qu'on respecte dans le Mémorial international, ça donne une légitimité, disons, du sérieux scientifique de cette association. C'est pas une association, comme vous disiez, effectivement, enfin, comme vous disiez que ce n'était pas de quelques personnes agitées, politiques. C'est pas une association politique. D'ailleurs, ils ont été dit agents d'étrangers, mais pour être agents d'étrangers, normalement, c'est des gens qui ont des actions politiques. Bon, ils font des droits de l'homme et ils font de l'histoire. Donc, voilà. Et ce qu'on veut aussi signifier par là, c'est l'importance pour la communauté historienne et des droits de l'homme en général, sans a priori politique, de cette association. Et il y a un très très grand respect dans notre milieu universitaire et des droits de l'homme de l'association Mémorial. Et je pense que c'est aussi un signal qu'on souhaite donner, c'est-à-dire un signal qu'on souhaite donner au pouvoir politique russe, mais plus largement, disons, à une certaine opinion publique. Bon, les Russes ne connaissent pas, mais je pense que ça donne la plupart les historiens de la Russie font partie de notre association et beaucoup de gens impliqués dans les droits de l'homme. Enfin, Et j'ai perdu ma question. Oui, je l'ai perdu. Ça va me revenir, c'est pas grave. J'en avais une autre qui traînait par là, quoi. Oui, je voulais dire un mot aussi Oui, d'abord signaler le site, votre site internet qui est tout neuf là. Je ne sais pas si on donne ça en direct, l'adresse, parce que on pourra le mettre parce que le site est vraiment bien fait. Il y a des informations très factuelles, l'historique de l'affaire Dimitriev. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, il y a une mine d'informations précieuses. Donc, je pense que c'est important de le mettre en bandeau. Je voulais pas dire peut-être deux mots aussi des films là, qui ont été diffusés récemment. Donc à la fois il y a le documentaire qui a été diffusé sur Arte sur le Goulag. J'ai oublié le titre, mais enfin c'est Goulag, une histoire soviétique. Voilà, une histoire soviétique. Le Mémorial est vraiment au centre. Tout à fait. Les archives de Mémorial en particulier sont très valorisées dans ce film. C'est là qu'on voit que les archives sont vraiment une mine d'or, mais sans vouloir faire de parallèle avec le film qui est en ce moment sur les écrans, qui est une fiction, quoi, qui est l'histoire vraie, quand même, d'un journaliste qui a enquêté sur la famine ukrainienne, sur la famine ukrainienne, et qui finalement l'a payé de sa vie. Hein. Donc il y a quand même ce fait qu'aujourd'hui encore, de nombreux pays, y compris la France, il me semble, vous me corrigerez si je dis des bêtises, ne reconnaissent pas cette famine comme un génocide, alors que c'est quand même un crime systématisé. C'est un crime contre l'humanité. Bon, savoir si c'est génocide ou pas, c'est compliqué. Je pense que j'ai pas trop envie d'entrer dans le débat. Je crois que c'est pas le plus important. Il y a eu 6 millions de morts en 1932-33, dont 4 millions en Ukraine. Ce qui est débattu, c'est est-ce que Staline a fait exprès, a construit cette famine pour exterminer le peuple ukrainien. En gros, c'est ça qui est débattu. Moi, je pense personnellement que c'est plus compliqué que ça, mais que de toute façon, c'est une famine effectivement où Staline a profité de cette famine pour casser tous les mouvements ukrainiens. Ça, c'est très clair, et n'a rien fait pour sauver ces 6 millions de personnes. Et casser la paysannerie ukrainienne, en particulier pour la contrôler. Et ça, c'était vraiment... Et ça, c'est clair. Enfin, là-dessus, il n'y a aucune... Après, le qualificatif de génocide, c'est un autre registre, je crois. Mais c'est un crime absolument horrible, effectivement. Et c'est vrai que ça c'est fascinant que ça soit même pas évoqué d'ailleurs dans l'article de Vladimir Poutine, parce que dans cette histoire des années 30 qu'il écrit, la famine ukrainienne, c'est quand même un moment absolument dramatique. Et donc là-dessus, c'est avant les grandes purges, justement, c'est vraiment la montée, quelque part c'est la prise de pouvoir de Staline et sa méthode de gouvernement
qui suit en fait la collectivisation des exploitations paysannes et donc la mise au pas des paysans, qui suit la déportation de millions de paysans. Il en a fusillé beaucoup aussi à ce moment-là. Et il désorganise tout et cette famine éclate comme ça. C'est un drame qui est bien sûr maintenant remémoré en Ukraine, beaucoup, et de façon complètement naturelle. Et c'est un moment essentiel. Alors, le film, je ne l'ai pas vu, donc je ne dirais pas, je ne vais pas en juger, mais cette histoire, effectivement, est vraie, d'un journaliste qui s'oppose au journaliste du New York Times, Duranty, qui dit que ça n'existe pas, voilà, etc. J'arrêterai le parallèle là, Ouais. mais il y a quelque chose qui reste vrai, c'est que révéler la liberté, on se heurte soit à l'indifférence, à la lâcheté des politiques, à la corruption des médias. Voilà, ça rend aussi hommage à ce journaliste qui était, Oui, tout à fait. Qui était un illustre inconnu, je crois, et qui a eu le courage de témoigner là-dessus. Tout à fait, et ça c'est un point, et donc ça rend hommage aussi à un certain journalisme d'investigation dans des conditions terribles. Et c'est le cas pour beaucoup d'ailleurs. Bon, il y a eu beaucoup de rapports. Maintenant, on découvre que finalement, effectivement, les États européens étaient quand même assez au courant. Les consuls sur place ont été témoins de tout ça, effectivement. Et donc, mais cette histoire, maintenant, elle est très connue, elle est très débattue en Ukraine, elle a beaucoup été travaillée. Et je pense qu'au-delà du débat génocide ou non, qui n'est pas le plus important pour moi, c'est vraiment, on connaît les victimes, on connaît où ça s'est passé, on connaît le mécanisme. On sait très bien que le pouvoir soviétique a continué à extraire du grain des paysans de force, alors qu'il n'y avait plus de grain. Donc c'est une histoire désormais bien connue. Et d'ailleurs, voilà, là-dessus, il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui traitent de ça. Et il n'est plus question de remettre en cause il n'y a plus aucun doute sur l'ampleur de ce crime. Enfin, et je dis crime, c'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est pas simplement... c'est évident que Staline a laissé faire, en a profité. Ça, là-dessus, il n'y a aucune... Il a provoqué à travers la collectivisation. Là-dessus, je crois que... Non, mais enfin, bon, à tout point de vue, je crois que le travail des historiens est vraiment essentiel parce que il y a guère quand même que la vérité authentique, non manipulée, qui peut permettre de réparer les blessures qui restent. Enfin, voilà. Et sur le... mais c'est vrai que, enfin, juste pour continuer, donc, et je reviens encore à cet article parce qu'il est quand même assez facile. C'est l'histoire de l'entre-deux-guerres est extrêmement complexe, c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a eu des négociations dans tous les sens, c'est vrai qu'il y a eu des... mais sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aussi, elle est très complexe. Et ce que je trouve qu'il y a énormément de débats chez les historiens aujourd'hui parce qu'il y a énormément de sources qui ont été ouvertes. On travaille sur toutes ces sources qu'on découvre en Russie, qu'on découvre, comme je l'ai dit, dans les pays occidentaux ex-soviétiques, Ukraine, Pays-Baltes en particulier. C'est extrêmement riche et on découvre énormément de choses sur la Shoah. L'histoire de la Shoah est quand même réécrite, on la connaissait, c'est pas réécrite, mais est très enrichie et même découverte sur ces territoires-là. Et on utilise les sources soviétiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire tout était truqué, etc. Emilia Kustova travaille beaucoup sur les procès justement soviétiques d'après-guerre contre les collaborateurs. Il y a beaucoup de débats, y compris dans ces pays-là qui ont souvent nié la collaboration et qui aujourd'hui commencent à débattre sur la collaboration. En Lituanie, par exemple, on voit très bien qu'il y a des polémiques très fortes. Et ils acceptent la polémique à la différence des Russes. Oui. Difficile, mais ils l'acceptent. Mais qui acceptent. Ils l'acceptent, même si elle est difficile, parce que très souvent, certains des héros lituaniens, par exemple, qui ont combattu d'abord les Soviétiques, qui ont été alliés des Allemands, après ont combattu les Allemands, certains ont participé à la Shoah, d'autres non. Et du coup, certains héros, on leur met une plaque, ensuite on enlève la plaque. À Vilnius, il y a eu cette histoire de... mais au moins, il y a un vrai débat, qui est très difficile, mais il y a un vrai débat, et je pense que, autant il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment de débat, il n'y avait que des héros dans les pays baltes et que des méchants du côté russe, autant aujourd'hui, il y a le débat a commencé à rentrer. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je pense, enfin, à la fois, je suis plutôt optimiste quant à ce qui est en train de se passer en Lituanie, puisque voilà, il y a ce débat terrain, en plus, ouais. Mais il y a l'exemple de la Pologne où la conclusion est plutôt pessimiste, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouverture du débat et un débat extrêmement riche, important, avec la participation d'excellents historiens polonais, américains, français sur justement la Shoah
Shoah sur la participation de ce qu'on appelle les bystanders, des voisins qui étaient là, qui ont participé à la Shoah, ou ont juste regardé, profité, aidé parfois, etc. Donc il y a tout cet espace qui s'est beaucoup ouvert et enrichi dans les années 2000, et aujourd'hui on assiste au contraire à sa fermeture suite à un virage nationaliste, etc. Et c'est pour cela que je pense qu'il c'est extrêmement important de rester avec l'idée que l'histoire, elle est en train de s'écrire en permanence. C'est jamais simple, c'est jamais noir ou blanc, figé, etc. Et ceci n'est possible, cet exercice extrêmement complexe n'est possible qu'à condition de l'existence des libertés universitaires, de la liberté de la presse, et avec le moins d'intervention possible de la part des autorités. Et en Russie, on a un cas où cette intervention est probablement la plus forte parmi les pays européens. En Pologne, c'est pas mal actuellement. Mais bon, mais les historiens restent assez. Enfin, il y a tout un milieu historien qui se défend bien. Et je pense ils craignent moins. Mais bon, je ne suis pas spécialisé à Pologne. J'ai l'impression quand même qu'il y a un milieu d'historiens qui continue à débattre. En Russie aussi, mais je pense que la pression est quand même plus forte en Russie. Oui. Mais bon. Oui, je pense. Il y a quand même là où, si on regarde même au niveau des lois. Non, mais en plus, ils circulent en Pologne. Ils n'ont aucun problème. Enfin, ils participent à des conférences internationales. Bon, il y a eu un exemple en France où, effectivement, il y avait une intervention de nationalistes polonais lors d'un colloque sur la Shoah en Pologne. Mais à l'école des hautes études en sciences sociales, c'était il y a 2 ans, je crois. Mais malgré tout, je veux dire, on continue à débattre. En Russie, c'est quand même plus pesant, je crois, la pression politique encore. Le discours politique, il est un peu identique. Le discours patriotique du président polonais, il n'est pas mieux que celui de Vladimir Poutine. Mais je trouve que le milieu intellectuel, lui, discute plus quand même. Et je pensais juste peut-être ajouter 2 ou 3 mots par rapport à ce que tu disais, parce que ça peut paraître paradoxal. Donc en Russie, on reconnaît les répressions et en même temps on ne veut pas les reconnaître, etc. Je pense que ce qui est vraiment très important, et ce qui était d'ailleurs présent dans l'article de Poutine que tu as cité à plusieurs reprises, puisque dans ces 3 lignes qu'il a consacrées aux répressions, je pense qu'il n'a pas prononcé le mot répression, il a juste dit qu'on peut formuler plusieurs accusations, reproches légitimes à l'égard des autorités soviétiques. Voilà. Il dit à l'égard de Staline et son entourage. Oui, voilà. Quand même. Oui. Mais il a dit, et la phrase d'après consistait à dire que effectivement, il y a beaucoup de Staline et son entourage s'en sont pris et ont provoqué beaucoup de victimes au sein de son peuple ou de leur peuple. Donc en fait, je pense que c'est vraiment très important cette idée que la Russie a souffert elle-même des répressions provoquées par le gouvernement russe. Et jusque-là, tant que ça, c'est ça, les Russes ont fait du mal aux Russes, on est tous finalement victimes. Voilà, il n'y a pas de bourreau, puisque d'ailleurs, on cherche à surtout empêcher la publication des listes du personnel du NKVD, NKGB, et donc des émanations de cette police politique. Donc, on est tous victimes. Tournons la page, puisque voilà, on a tous souffert. Et il faut surtout éviter que qui que ce soit d'autres, c'est-à-dire les Ukrainiens, les Lituaniens, les Polonais ou les autres, nous reprochent quoi que ce soit. C'est notre affaire. Oui, elle doit rester elle doit être réglée entre nous, et entre nous, elle est réglée avec cette position où on est tous victimes. Tout à fait. Ouais. Et du coup, il ne parle pas du tout de la chape posée par l'Union soviétique après la guerre. C'est-à-dire que les victimes, c'est avant, c'est Staline. Et cette chape qui va marquer tous les pays de l'Est, il ne parle pas de Prague 68, il ne parle pas de la Pologne 56, etc. C'est pas présent. Les déportations baltes. Les déportations baltes après-guerre, enfin qui est dit avant-guerre, etc. C'est vraiment frappant. Effectivement, ce sont nos victimes. On est victimes de nous-mêmes. Oui. Donc. Voilà. Pas touche. Pas touche. Et puis, passons à autre chose. Tout à fait. Pourtant, cette manifestation, cette initiative de Mémorial de lire toute la liste
des fusillés, je ne sais plus quel jour. C'est le 29 octobre. Oui, c'est ça. Ça a un impact quand même très fort dans la population. Non ? Tu as participé, toi C'est une très belle cérémonie. Donc, ça a lieu tous les ans, le 29 octobre, sur la place devant la Lubyanka, où se trouve le monument aux victimes des répressions. Donc, voilà, il y en a un. Maintenant, il y en a un deuxième. Et le deuxième, c'est un monument officiel érigé il y a 3 ans, en 2017. Et le premier, c'est donc ce rocher ou cette pierre des Solovki qui a été apportée des îles de Solovki qui sont donc vraiment le berceau du goulag. Cette pierre a été apportée, j'ai peur de dire des bêtises, en 89, je pense, par les enthousiastes. De Mémorial. Non, je dis vraiment des bêtises. Ça devait être en 91. Voilà, c'est une fois que. Voilà, parce que la Russie a aussi connu 91. Le déboulonnage des statues. Et il y a eu Dzerzhinsky, le fondateur de la police politique, en 17. Sa statue a été déboulonnée en août 1991, après une tentative de putsch conservateur qui a échoué. Et sur cette place de la Lubyanka, les gens de Mémorial et puis donc les militants ont installé une pierre qui devait servir en quelque sorte de pierre fondatrice, première pierre pour construire le futur monument aux victimes des répressions. Et puis ça a mis donc 30 ans quasiment pour que ce monument voit jour à Moscou, et il a été fait déjà dans des conditions très différentes. Donc Mémorial, depuis très longtemps, organise cette très belle cérémonie le 29 octobre pendant laquelle on lit, pendant toute la journée, on lit les noms des victimes moscovites de la Grande Terreur. Et on n'a pas encore fini de lire leurs noms, et c'est en soi un symbole extrêmement fort, et c'est vraiment très touchant. Donc il y a des gens de tous les âges qui viennent, et parfois au milieu des années 2010, parfois il fallait faire 2 heures de queue pour pouvoir lire ces 5 noms, et on pouvait toujours ajouter le nom d'un de ses proches mort dans cette... La population quand même est très sensible à ça. Oui, mais c'est souvent l'intelligentsia, ou ce sont des personnes... Enfin, il y a les jeunes aussi. Les jeunes, beaucoup quand même. Mais beaucoup, je pense. C'est intéressant parce que Mémorial, quand même, se renouvelle quand même. Il y a pas mal de jeunes. Et cette question des noms, je trouve que c'est assez révélateur. La révélation des noms. Et par exemple, il y a toute une campagne soutenue par Mémorial qui s'appelle... oui, comment on dit Dernière adresse, oui. Dernière adresse, où ils ont pris l'initiative de mettre des plaques sur les logements des gens réprimés en 1937, peut-être plus largement, je ne sais pas, plus largement, des victimes de la Grande Terreur. En fait c'est toujours à l'initiative d'un descendant de la personne réprimée, donc de la victime, qui peut proposer ça. Et quand on connaît l'adresse de son grand-père, grand-oncle qui a été réprimé, donc on appose une plaque. Une toute petite plaque, c'est un peu comme les pierres, j'ai oublié. Stolpen. Non, pas presque. Voilà. Qu'on voit maintenant aussi à Strasbourg. En fait, ils se sont inspirés de cette, à ma connaissance. De l'Allemagne, non, c'est l'Allemagne, c'est ça. Ils sont inspirés de Berlin. Mais même ces plaques toutes modestes, elles font aujourd'hui objet d'attaques. Il y en a eu récemment plusieurs qui ont été démantelées. À Tver et à Tver en particulier. À Ekaterinbourg. Voilà. Perm, non. Ekaterinbourg, je pense, à Tver, c'est encore, c'est un autre type de plaque. Voilà. Donc même cela, ça a du mal à passer. Et pour Mémorial, c'est très important, cette dimension vraiment individuelle. Il n'y a pas que des millions derrière les chiffres. Il y a 1 million d'individus ou 20 millions d'individus qui ont souffert, qui ont leurs enfants qui ont grandi sans leur père ou mère. Et ça, c'est très Il faut leur redonner un nom, parce qu'effectivement, souvent, ils sont dans une fosse commune, on ne sait pas où. Je conclurai peut-être en donnant une situation, mais avant ça, je voudrais vous demander comment on peut vous aider, ou qu'est-ce qui est... C'est effectivement une question importante. Non, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'abord à diffuser l'information. On engagera probablement à la rentrée, on fera une sorte de grande conférence un peu sur ces questions-là, mémoire historique, avec des gens de Mémorial s'ils peuvent venir, parce qu'avec le Covid, les frontières russes sont toujours fermées. Et je pense que c'est effectivement suivre un peu les activités qu'on mène.
donner une certaine diffusion à ces activités. Et ce sont des activités, par exemple, ponctuelles dans des cas comme Dmitriev. On va chercher à aussi lancer des campagnes plus concrètes, même parfois de dons pour soutenir les activités de Mémorial. Il ne s'agit pas de leur donner juste l'argent, il s'agit de soutenir des activités. Ils ont des amendes à payer, et du coup, il ne s'agit pas de rembourser les amendes, parce qu'on ne va pas payer. Mais il s'agit de soutenir, de s'assurer financièrement et intellectuellement et par nos activités communes, de continuer à permettre un vrai débat en Russie, en France, sur ces questions, parce qu'il y a un vrai débat aussi sur l'interprétation de l'histoire soviétique en France. Et c'est à travers ça, je pense, aider à soutenir ce type de débat que nous initions, nous tous qui participons. Voilà, il y a la pétition aussi. Il y a la pétition qu'on peut toujours signer sur Dmitriev, qui est sur change.org, et sur le site de Mémorial, d'ailleurs, on l'évoque. Voilà, donc... D'accord, oui, mais j'imagine que vous aurez plus d'activités officielles une fois qu'on sera sorti de ces mesures restrictives. Oui, on espère qu'en septembre, on va pouvoir en faire beaucoup plus, et c'est bien parti, on a été assez actifs, donc, avec toute l'équipe qui est autour de nous. Alors, je voulais finir par cette citation, mais je ne sais plus de qui elle est, je crois qu'elle est de Dmitriev, je n'ai pas noté, mais vous me direz. Un homme ne devrait pas disparaître sans laisser de traces. Il devrait avoir une tombe. La mémoire, c'est une des choses qui fait qu'un homme est un homme, qu'un peuple est un peuple, et pas uniquement une population. Tout à fait. Merci à tous. Merci.